Valère Bessala est l'invité de ce soir. Il s'agit d'un administrateur civil, donc un ancien étudiant de l'ENAM. Il est également ancien préfet adjoint du département du Ndjamaré, un ancien sous-préfet et inspecteur de l'administration préfectorale dans la région de l'extrême nord. Il est donc là ce soir pour, avec nous et surtout pour votre intérêt, analyser et commenter les faits impactants de l'actualité. Vous le savez, un certain nombre de sujets au cœur de l'actualité. Valère Bessala, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dipita, bonsoir à vos millions de téléspectateurs et téléauditeurs. Je suis ravi de répondre à votre invitation ce soir. C'est ma première fois sur votre plateau, dans votre salon. Nous sommes évidemment très honorés de ce que vous avez sacrifié vos activités pour être parti de Yaoundé et nous rejoindre ce soir. Vous avez pris la route. Vous savez que cette journée a été marquée par une actualité tragique pour l'opinion camerounaise. Vous craignez de prendre la route lorsque vous voyagez, vous faites ces trajets dans la Yaoundé, par exemple? Bon, moi je ne crains pas beaucoup la route. Vous savez, je fais la route depuis plus d'une vingtaine d'années pratiquement. Et le volant fait partie de mes... de mes hobbies. Après la lecture, j'aime conduire. Donc, ça fait que je ne crains vraiment pas la route. Vous avez eu un voyage agréable. Mais ce qui est le plus important, c'est de traduire d'abord nos condoléances à la famille éprouvée du valeureux Lion Indomptable qui est parti. Et surtout aussi de sensibiliser davantage nos autorités sur l'état de ces routes qui sont en fait des pistes pratiquement rurales. Pour un Cameroun qui se veut émergent en 2035, il est quand même un peu aberrant qu'une nationale comme celle-là de l'Ouest puisse encore être dans un état aussi étroit. Je sais qu'un financement a été opéré, je crois, il y a 2 ou 3, 4 ans pour le reprofilage de cette voie-là. Mais le reprofilage d'une voie de 7 mètres ne répond vraiment pas aux besoins de développement du Cameroun qui ont pratiquement triplé depuis les années 1990, puisque la route de l'Ouest est une route effectivement qui dessert au bas mot 3 régions, puisque à l'Ouest vous avez le Nord-Ouest qui est à l'arrière. Vous avez l'Ouest elle-même et puis vous avez la Damawa aussi, parce qu'on peut passer aussi par là. Donc il faudrait que les autorités pensent déjà à ouvrir en fait des doubles voies sur les différentes nationales. On a ce problème avec la route de l'Ouest. On a aussi ce problème avec la route Yaoundé-Douala qu'on appelle axe lourd, un terme qui n'existe pas dans le génie civil. On a aussi ce problème avec la route Ngaoundéré-Garoua, qui reste un véritable problème aujourd'hui. Parce que vous pouvez voyager normalement entre, quand je dis normalement, c'est toujours une route de 7 mètres entre Yaoundé et Ngaoundéré, mais ça devient le parcours du combattant une fois que vous vous retrouvez entre Ngaoundéré et Garoua pour faire les 286 km. J'ai subi cette route-là pendant toute ma période d'affectation administrative dans la zone. Vous avez Garoua, Maroua qui a été fait. Mais il reste aussi Maroua, Dabanga, Kousseri. Bon, on avait eu ce problème-là depuis 2013-2014 avec les incursions de Boko Haram. Je crois que c'était un marché qu'on avait donné aux Chinois. Ils s'en sont allés. Je crois qu'on a vu quelque part là, je crois que c'est le génie militaire à qui on avait confié le travail. Je crois qu'ils sont en train d'avancer probablement. Je n'ai vraiment pas les faits dessus. Okay. Donc il faudrait absolument qu'un point d'honneur soit mis sur les routes. C'est important. Évidemment, nous associons nos larmes au vôtre pour écraser ou alors pour manifester notre douleur et transmettre notre émotion à la famille éprouvée de Landry Nguemo, l'ancien Lion Indomptable décédé tragiquement cet après-midi. Cela dit, puisqu'on parle d'un footballeur, évoquons en quelques minutes l'actualité autour de la Fédération camerounaise de football, mais qui c'est peut-être pour faire entrer avec l'environnement d'avant-année électorale. Quel rôle, selon vous, les personnalités telles que Samuel Eto'o-Fils peuvent-elles jouer pour encourager la participation électorale des jeunes? Moi, je crois que l'actualité dans le football est une très mauvaise actualité pour nous autres. Parce que le président de la FECAFOOT, vous savez, comme je l'ai toujours dit, je l'ai soutenu à ma façon
dans la période de novembre-décembre 2021, quand il postulait à la candidature à la tête de cette fédération. J'ai eu personnellement, à travers des médias, à travers des interventions, à mettre la pression aux autorités et surtout aussi à lui donner ma petite part de conseil. Bon, ça s'est arrêté là. Bon, maintenant, si vous voulez faire un lien entre l'homme et ce que nous poursuivons comme activité noble, c'est-à-dire le changement, moi, je ne vois pas le lien qu'on peut établir, c'est-à-dire un lien direct. Parce qu'en fait, nous savons tous que le football est utilisé par le renouveau et cela a été pensé vraisemblablement comme une distraction pour empêcher les Camerounais d'aller, du moins de se concentrer sur les vrais problèmes que nous connaissons. Les problèmes d'électricité, les problèmes d'eau, les problèmes de vie chère, les problèmes de mal-être, de corruption, de détournement, des crimes économiques et tout ce que vous savez. Donc je crois que, et comme je l'avais dit en 2021, l'élection lui avait été donnée intentionnellement. Les aînés savaient pertinemment quelle est la valeur de l'homme, c'est-à-dire en termes de popularité. Et puis il savait qu'en fait cette popularité-là pouvait être utilisée à des fins politiques et je pense qu'ils ont réussi leur coup parce que l'actualité aujourd'hui est devenue assez loufoque, assez lourde. Il est difficile aujourd'hui de parler d'autre chose à part le football, à part du président de la FECAFOOT et lui-même il joue bien ce rôle-là. Donc et pour savoir aussi la situation au fond, il joue tellement bien son jeu parce que nous aurions cru qu'à un moment il n'avait plus rien à gagner, puisque quand vous avez fait ce qu'il a fait, moi j'étais fan de l'homme quand il courait derrière le cuir, mais une fois qu'il a tout gagné, on a cru qu'une fois président de la FECAFOOT, bon c'est vrai, il ne devrait pas entrer dans les affaires politiques, mais au moins qu'il prendrait fait et cause pour le grand peuple, parce qu'en fait c'est de ça qu'il est question. C'est-à-dire que pour moi, j'aurais attendu de lui, non pas peut-être, puisque sa position de président de la FECAFOOT lui interdit une position politique ou des déclarations politiques. Prendre fait cause pour le grand peuple, ça veut dire quoi? Prendre fait cause pour le grand peuple, ça veut dire rendre sa communication discrète. C'est la seule contribution que moi j'aurais attendu de lui. C'est-à-dire ne pas saturer l'espace public par sa personne, par ses faits quotidiens et par tout ce qu'il a eu à faire, que ce soit des individus à travers des procès à n'en plus finir, des problèmes à n'en plus finir, une actualité qui n'en finit pas, qui vraiment Justement, parlant d'actualité qui n'en finit pas, on fait tous le même constat. Depuis plusieurs mois, qui c'est peut-être plusieurs années, l'opinion publique, les acteurs sont pratiquement épris de ce qui se passe au niveau du football camerounais. Pourtant, il y a bien de sujets impactants, sujets urgents, eau, électricité et autres, qui nécessitent ce qui c'est peut-être l'intérêt des populations. Comment est-ce qu'on peut justifier cela? Au lieu de défendre ses droits, qui c'est peut-être d'en demander plus au gouvernement, les gens sont plutôt à s'intéresser à ce qui se passe au football. Cela a été bien pensé, comme je l'ai dit. Mais le cas de la FECAFOOT et l'actualité du football nous a permis, moi je suis un observateur, j'essaye d'utiliser tous les éléments à ma disposition et dans mon observation pour les exploiter sur le plan politique. Le cas du football nous a permis de voir que les Camerounais sont désespérés par la situation ambiante actuelle. Les Camerounais cherchent un Messie, ils cherchent un homme providentiel. Peu importe d'où il peut venir. Il peut venir du football, il peut venir de l'armée, il peut venir de partout. Mais pourvu qu'il les aide à chasser ceux qui sont à la tête du Cameroun et qu'on ne veut plus voir. En fait, c'est ça. Mais pourquoi les Camerounais on s'est rendu compte, on s'est rendu compte donc que comme le président de la FECAFOOT était le plus en vue, et puis avec les dernières bagarres qu'on a vues là avec le MINSEP, le ministère des Sports et tout, donc pour le Camerounais moyen, le plus petit, lui, il ne regarde pas tellement l'enjeu politique qu'il y a derrière l'affaire. Pour lui, il se dit, s'il peut tenir tête à ces gens-là à travers le football, alors il suffit seulement qu'on décale avec lui sur le plan politique et il pourra faire le job, vous voyez. Bon, pour nous qui voyons la chose un peu plus en haut, on se dit, bon, il peut peut-être aider dans ce sens-là, mais c'est pas ça. Le deuxième élément, c'est que j'ai été particulièrement aussi touché par la jeunesse, parce que c'est ce qui m'intéresse davantage, le sort de la jeunesse. Il y a une certaine jeunesse qui est fanatisée et qui est d'une certaine inculture politique, et justement qui a
pratiquement, qui est entré dans cette césure de la société-là. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas avec le président de la FECAFOOT, alors vous n'êtes avec personne, alors vous êtes, ce qu'on dit souvent, ils ont utilisé des noms d'oiseaux un peu partout là pour qualifier ceux qui ne sont pas avec lui. Vous voyez, voilà, des choses comme ça. Donc il y a une jeunesse fanatisée. Ce qui m'a encore touché, par exemple, c'est le cas d'un autre jeune aussi. Parce que j'ai eu du mal à comprendre comment est-ce que des jeunes arrivent à soutenir le président de la FECAFOOT lorsqu'il est en difficulté et à ne pas soutenir, par exemple, le président du PCRN Cabral Libi à qui on est en train d'enlever son parti. Vous voyez? Alors, si vous essayez de poser les deux sur la sellette, M. Dipita, qui est le plus utile aux Camerounais? Moi, il me semble très bien que c'est Cabral Libi qui est le plus utile aux Camerounais. Parce qu'en fait, le football est accessoire. La cause du football est accessoire. Cabral Libi, on a vu son combat. Il a réussi à faire même ce qu'un jeune n'a jamais pu faire. Depuis que le multipartisme est arrivé au Cameroun en 2018. La notoriété de Cabral Libi a-t-elle déjà atteint le niveau de notoriété de notre football? Monsieur, le football camerounais en termes d'image, en termes de gloire, Monsieur Dipita, ferveur. Ce n'est pas la notoriété de l'individu qui fait sa compétence. Comprenez? Ce sont ses expériences dans l'ensemble des métiers qu'il a eu à parcourir et surtout sa volonté de faire et surtout les amitiés qu'il a engrangées sur son parcours qui lui permettent en fait de servir la bonne cause. Ce n'est pas question de notoriété. Alors, vous êtes un footballeur, mais si vous n'avez pas l'étoffe, par exemple, intellectuelle, si vous n'avez pas la capacité, par exemple, de vous faire bien entourer, parce que c'est ça aussi le problème de la FECAFOOT. Moi, je n'ai rien contre le président de la FECAFOOT. Il est de notoriété, il a une popularité, mais on a vu que comme il a brûlé les étapes, c'est-à-dire partir du cuir directement pour diriger des hommes à la FECAFOOT sans les passerelles qu'il faut, c'est-à-dire passer par exemple par une école de, je ne sais pas moi, et diriger une équipe de football, voir comment ça fonctionne, ainsi de suite. Donc il n'est pas passé par ces passerelles, je termine. Donc il y a eu des carences, il a eu des difficultés à se faire entourer, par exemple. Vous voyez, ça c'est l'école de la vie. C'est peut-être aussi l'école du management. Vous savez, moi, je sors par là. Moi, je suis un administrateur. Vous savez, je n'ai appris à faire que ça. Mais ne me dites pas un jour que si vous devez faire de moi un entraîneur d'une équipe de football, Monsieur Dipita, je dois rentrer à la Kaji Sport Academy ou aux brasseries du Cameroun ou je ne sais pas, Anjalakwan, football, pour apprendre, afin de diriger des hommes. Vous comprenez? Donc je ne peux pas m'arroger, par exemple, le statut d'entraîneur. Donc il me faut d'abord une passerelle qui pourrait me permettre d'avoir cette étoffe-là. Donc c'est ça le véritable souci. J'estime, M. Dipita, que la cause que défend Cabral Libi est plus importante. Puisqu'en fait, c'est la cause politique du changement. Même si aujourd'hui, le football, on peut l'éteindre, que nos problèmes seront toujours là. Les problèmes de Michel et ainsi de suite. Sur la question qui suit, puisqu'on est en politique, avec la transition de Cabral Libi, alors, de façon sommaire, de façon panoramique, vous, quelle évaluation faites-vous de l'actualité politique au Cameroun en ce moment, au regard des défis, au regard du jeu des acteurs, dans la perspective des élections ou de l'année électorale de 2025, qu'est-ce que vous observez? Bon, je crois que votre question est la suite des deux premières. Ce que j'observe, et je vais poursuivre sur cela en répondant à votre question, et je vais passer un message à la jeunesse, parce que c'est le plus important pour moi. La jeunesse doit apprendre à soutenir ceux qui la soutiennent. C'est important. C'est important. Les jeunes doivent le comprendre, parce que vous parlez de l'ambiance politique aujourd'hui. L'ambiance politique est tellement... Est-ce que la jeunesse est un critère de compétence? Dit-il forcément brillant? Non, c'est une question bateau que je n'aime pas beaucoup, parce qu'en fait, et je l'assume, donc je reviendrai dessus. Mais je dis, la jeunesse doit apprendre à soutenir ceux qui la soutiennent. Vous comprenez? Ceux qui sont des acteurs politiques, qui sont des jeunes, ne sont pas parfaits. Vous comprenez? Ils ne sont pas parfaits. Mais ils ont quand même décidé d'entrer dans le jeu politique, dans le combat politique, pour la cause du changement. Alors, je vous ai dit, j'ai été écœuré que l'on préfère soutenir un footballeur à la fédération, alors qu'il y a un homme politique qui est jeune, il a peut-être cet art, mais qui suit, en fait, le grand changement. Qui se bat pour cela. La fédération n'est pas moins jeune. Je dis, non. Ou alors vous le disqualifiez parce qu'il est acteur politique. Nous disons, M. Dipita, les jeunes doivent soutenir celui qui les soutient.
C'est par là que je suis parti. Okay. Vous vous imaginez, je vous prends un exemple, apparemment vous ne me saisissez pas bien. Les enseignants ont eu des problèmes. Nous sommes montés au credo, on n'a pas besoin de vous le rappeler. Que ce soit Cabral, que ce soit moi, que ce soit les autres. Vous voyez? Est-ce qu'il est... Est-ce que chacun... Non, monsieur Dipita. Est-ce que chacun n'évolue pas dans son secteur d'activité? Ben voilà. Il se bat, c'est peut-être pour les jeunes qui sont au football. Il faut des contrats, il faut mieux les payer, il faut payer des assurances, il faut bien les encadrer, il faut les loger, il faut les nourrir. Il faut qu'ils suivent de meilleures formations et qu'ils accèdent à l'équipe nationale, dans l'équité et tout le reste. D'accord. Mais est-ce que le football, il combat la vie chère? Non. Est-ce que le football, il paye les enseignants? Parce que c'est les enseignants qui éduquent aussi les footballeurs, n'est-ce pas? La question du carburant, 2 ans d'augmentation, 2023, 2024, où le football dedans? Vous voyez que les causes ne se valent pas. La cause politique est supérieure à la cause footballistique. Alors, qui devait vous soutenir? Je répète, les jeunes, soutenez ceux qui vous soutiennent. Soutenez ceux qui soutiennent l'essentiel. Que les jeunes apprennent à combattre aux côtés de ceux qui combattent avec eux. Parce que c'est ça le véritable problème. Si vous vous retrouvez donc à soutenir les affaires de football, le mec il n'est pas avec nous. On a vu par exemple, il a fallu prêter 2 milliards 700 millions pour aller au Qatar. Bon, c'est des affaires avec ses amis. Hein? On a vu 33 milliards, j'ai vu les chiffres qui se baladent, qu'il a eu à gérer pendant 3 ans. Bon, c'est des histoires de la FECA Foot. Mais pourquoi est-ce que nous, on doit venir se tuer dans cette affaire-là? Moi, je ne peux pas laisser les jeunes aller se tuer dans l'affaire-là, alors qu'en fait, il ne s'agit que des affaires de football. Je dis encore, monsieur Dipita, Cabral ne peut pas mourir et les jeunes soutiennent qu'on tue Cabral, alors que le président de la FECA Foot, lui qui soutient le football et qui n'a jamais soutenu la cause. Mais nous sommes dans le combat de fond, monsieur Dipita, c'est ce que je suis en train de dire. Au regard donc de votre combat, et au regard, une fois de plus, de l'actualité, on va revenir peut-être en détail dessus, cambriolage au cabinet civil, bref, tous les problèmes socio-économiques que vivent les Camerounais, chômage et autres, mauvais logements et tout ce qu'on peut. Diriez-vous aujourd'hui que le Cameroun est un pays stable? Politiquement, oui. Okay. Politiquement, oui, il est un pays stable parce qu'on a des institutions debout. On ne voit pas des soldats courir partout dans les rues, les policiers en débandade. Mais socialement, non. Parce qu'en fait, les Camerounais n'ont pas la paix. Parce que la paix, ce n'est pas seulement l'absence de guerre, comme on dit en sciences politiques, dans le sens de Susan Strange ou de Joseph Nye. La paix, c'est aussi quand vous n'arrivez pas à manger 2 fois par jour. Vous voyez? Là, vous n'êtes pas en paix. La paix, vous ne l'avez pas lorsque vous manquez d'eau, lorsque vous manquez d'électricité, lorsque vous roulez, par exemple, on vient de parler tout à l'heure, voilà un vaillant soldat du football qui a trouvé la mort sur la route de l'Ouest dans sa voiture parce que non seulement la route est inappropriée, elle est étroite, et puis il y a des chauffards, vous voyez? Donc on ne peut pas dire que socialement le Cameroun est en paix. Donc on peut le dire comme ça. Maintenant, pourquoi est-ce que le Cameroun n'est pas en paix socialement? Parce que la malgouvernance, vous voyez, les actes des aînés, les crimes économiques, l'impunité, le président ne veut pas sanctionner. Affaire Kangate, affaire Covid-Gate, tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. L'affaire Martinez-Zogo, ça traîne encore. Voilà, on va déjà à la 2e année. Alors qu'on sait déjà pratiquement au fond où il faut aller. Mais bon, on comprend que l'agenda judiciaire est obligé de s'arrimer à l'agenda politique. Et on sait qui tient l'agenda politique, c'est le président de la République. Donc il y a des ministres qui sont cités dans l'affaire Martinez-Zogo. Donc vous allez vous imaginer que, bon, je ne me souviens pas que Paul Biya ait laissé un de ses ministres partir de son bureau et aller se faire entendre, c'est un juge est revenu s'asseoir dans son bureau. Donc il faudra absolument qu'il prenne la décision qu'il faut, c'est-à-dire de nettoyer du gouvernement les ministres dont les noms sont cités par les différentes parties, soit comme témoins à comparaître, ainsi de suite. Donc pour libérer les juges, pour qu'ils puissent faire leur travail. Vous voyez, c'est ça qui fait aujourd'hui que c'est compliqué. Pourquoi depuis n'a pas pu faire ce remaniement ministériel que certains attendent avec impatience? Ben, je ne suis pas dans la tête du président, M. Dipita. Je ne suis pas dans la tête du président, mais nous savons quand même aussi que le président doit avoir des difficultés. Je crois peut-être qu'au fur et à mesure, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Il doit avoir des difficultés à cause des perturbations de son environnement direct, privé, qui infèrent et interfèrent dans la gestion de l'État.
c'est-à-dire des gens qui ne sont pas des administratifs, qui ne sont pas des politiques d'appareil, qui se revendiquent simplement de sa famille ou de sa cuisine et qui interfèrent dans la gestion de l'État, mais aussi de ces gens-là qu'il a nommés, à qui il a donné un décret. Ils s'appellent d'ailleurs eux-mêmes ces créatures et qui ne vont pas dans le sens des orientations de la politique générale qu'il s'est fixée depuis le 6 novembre 2018 et avec les différentes orientations qu'il donne chaque fois au 31 décembre lors de l'adresse de la nation chaque année. Donc on sait que c'est ça le véritable problème du Cameroun. Bon, maintenant, l'autre problème aussi, c'est qu'il a un certain âge. Bon, et même quand il a un certain âge, je crois que les collaborateurs, si vraiment ils sont conscients de ce qu'ils doivent aider leur chef à accomplir ses missions, ils doivent rester arc-boutés et coincés sur sa politique. Mais ce n'est pas le cas. Il profite plutôt de sa faiblesse d'âge, du fait de son âge, pour pouvoir faire ce que nous connaissons aujourd'hui. Les hautes instructions qui n'en finissent pas, les désordres gouvernementaux, les ministres qui ne respectent pas le Premier ministre, qui ne suivent pas ses consignes, ainsi de suite. Donc ça va vraiment dans tous les sens. Vous avez évoqué tout à l'heure le cambriolage au cabinet civil. Le président est-il en sécurité? Non, je crois qu'il est en sécurité. Je crois qu'on est juste là, bon, si c'est vrai, hein. Si c'est vrai, parce que j'ai vu tellement de choses se balader. On dit on a cambriolé, non, on n'a pas cambriolé, on n'a pas fait ci, bon, de toutes les façons. Mais je crois qu'on est dans une logique, vous savez, les cambriolages au cabinet civil, c'est un peu comme les incendies dans les ministères. Vous savez qu'un ministère, le cabinet d'un ministre ne prend feu que généralement il faut faire disparaître les preuves compromettantes. Soit c'est le cabinet qui prend feu, soit c'est les bureaux du financier. Suivez mon regard. Donc on a eu des choses comme ça au contrôle supérieur d'État dans le passé, on a eu des choses comme ça au ministère de la Santé et dans 2 ou 3 autres ministères. On peut rentrer dessus. Mais je crois qu'une fois qu'on arrive à la présidence, moi je n'appelle pas ça cambriolage. Non, je n'appelle pas ça cambriolage. Et quand c'est-il simplement trompé de bureau? Non, du tout, non. Moi, je crois juste qu'il y a juste une programmation de l'ouverture du bureau de monsieur le directeur du cabinet civil en son absence, c'est tout. Ce n'est que de ça qu'il s'agit. Parce que le niveau de sécurité qu'il y a là-bas est tel qu'on ne peut pas dire qu'on peut cambrioler. D'un de deux, c'est que ceux qui sont allés ouvrir le bureau de ce haut responsable de la présidence cherchaient certainement quelque chose. Et ceux qui y sont allés de Troyes, ce sont des spécialistes. Et ils ne peuvent pas y aller s'il n'y a pas de complicité dans la maison. C'est-à-dire que quand vous y allez, vous savez qu'en fait, vous avez des soldats postés à chaque couloir et il est difficile de penser que de jour comme de nuit, quelqu'un puisse y arriver et puis entrer et en ressortir sans être vu, ni vu ni connu et aller retirer je ne sais pas trop quoi. Bon. Donc je crois que on peut penser quand même qu'à ce moment-là, ce sont des règlements de compte. Et on peut aussi subodorer, je sors par là, pour dire que ça peut être lié aussi à des grandes actualités. Puisqu'on parlait de football tout à l'heure, on a vu par exemple, le président de l'Africa Foot, j'ai vu une lettre où il disait au ministre des Sports d'exécuter des hautes instructions qu'il aurait reçues du président. Vous voyez? Or, nous savons qui est l'acteur principal ou le dépositaire principal des hautes instructions, qui justement dans la bisbille n'est pas très en amitié avec lui. Donc vous voyez qu'on peut aller dans des pistes et aller chercher beaucoup de choses. Donc on est dans des règlements de compte. D'accord. On est dans le besoin de certains aussi de pouvoir amener d'autres au cas où ils iraient en chute, lorsque le président peut-être prendrait la décision de nettoyer. Alors cela dit, l'ambiance, pour revenir sur le schéma politique, l'ambiance est donc à l'inscription massive, ou du moins c'est tout le mal que la plupart des acteurs politiques souhaitent à l'électorat, à ceux qui n'ont pas encore leur carte électorale, ils les encouragent à aller s'inscrire. Le vote massif peut-il avoir un impact sur nos réalités politiques, sur les résultats éventuels des prochaines élections, au regard du système, de l'appareil politique en place? Vous savez qu'il y a ce débat, changeons de système politique et allons à des élections transparentes. Est-ce qu'en l'état, je reprends la question, la participation massive du plus grand nombre peut-elle avoir un impact sur le résultat? Non, la participation massive, elle n'est plus en doute. Elle est déjà là. Le peuple est déjà conscient qu'il doit aller aux urnes. Et comme il est conscient qu'il doit aller aux urnes, vous avez vu ce que l'État est en train de faire, les politiques sont en train de faire. Ils ont bloqué la carte nationale d'identité pendant au moins 5 ans. Les populations ont eu des difficultés à l'acquérir. Et quand il faut venir l'ouvrir, ils ont relevé ce qu'ils appellent le timbre sur la CNI.
qui est passé à 2800 à 10 000 francs. Et sans compter les pièces qu'il faut adjoindre pour avoir cette affaire-là, on est à 15 500 francs. Mais est-ce que ça dit que l'appel des partis politiques ne peut pas, ces appels ne peuvent-ils pas surpasser toutes ces contraintes? Est-ce que tout ce déploiement qu'on observe, vous êtes guide politique, certainement que vous mobilisez des jeunes, vous parlez du PCRN, on voit le MRC, même le RDPC, suscite cet engouement, cette volonté de faire sortir les gens de chez eux. D'ailleurs, le MINAT a demandé qu'on ne rentre plus dans les maisons pour faire sortir les électeurs. Donc, je poursuis pour dire que cet engagement est déjà acquis. D'accord. Il est acquis. Et acquis encore une autre raison, c'est les exactions de ceux qui nous dirigent. Le mal-être des Camerounais est tellement profond qu'ils sont dans cette colère sourde-là, de faire partir ces gens. Donc, on n'a plus de discussion dessus, M. Dipita. Le véritable problème n'est donc plus le vote massif, puisqu'il est un acquis. Le véritable problème, c'est la défense du vote. Parce que nous savons que le parti au pouvoir va vouloir faire comme d'habitude, c'est-à-dire tricher, c'est-à-dire bourrer des urnes, intimider, ainsi de suite. Et là encore, je peux déjà vous rassurer, M. Dipita, ce peuple va défendre son vote. Il va défendre son vote. Vous lisez dans une boule de cristal? Il va défendre son vote. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils savent, les populations savent désormais que le président ne tient vraiment plus beaucoup de cordes de l'appareil. Et le Camerounais, comme j'ai l'habitude de le dire, aime le président Paul Biya, mais n'aime pas ce qui l'entoure. Ça, c'est un fait. Si vous regardez simplement les résultats de ces élections, décrocher peut-être 10 à 15% de taux de tricherie à l'élection présidentielle, il est toujours quand même au-dessus de 50%, de manière générale. Si vous dégraissez même de 10 à 15% de taux de tricherie. C'est un système que vous dénoncez en tant qu'opposition? Non, nous sommes dans l'analyse réaliste de la situation. C'est-à-dire que le Camerounais aime l'homme qui dirige, mais n'aime pas son appareil, avec tout ce qui va avec, vous comprenez? Donc, ça fait qu'ils savent depuis 7 ans, bientôt en 2025, que le président ne tient plus vraiment l'appareil. Et que ces gens-là, c'est eux qui tirent les marrons du feu. Donc, ça fait que ils savent qu'à l'élection présidentielle, il faut balayer Paul Biya et tous ces gens-là, puisqu'en fait, lui-même, il devient coupable parce qu'il ne veut pas sanctionner. Et le fait qu'il ne veuille pas sanctionner le rend complice de ceux qui nous dirigent. Et donc, il devrait s'en aller avec eux. Donc, c'est ça, en fait, que je suis en train de dire, que le problème n'est plus le vote massif, parce qu'il est acquis, le peuple ira massivement voter. Vous êtes le problème qu'il y aura un changement? Il y aura un changement. Le problème, c'est la défense du vote. Et là encore, je peux vous rassurer, il y aura effectivement défense du vote. Et je crois même pas la violence. En cas de changement, avez-vous confiance que ceux qui viendraient feraient mieux? Non, monsieur Dipita, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr s'ils feront mieux. Vous voulez dire qu'on ne peut pas faire pire? On ne peut pas faire pire que ceux qui sont là. Alors, les leaders politiques, eux, ils lancent des appels, on l'a dit. Mais entre alliance politique et pour le changement et transition politique également, quelle est la pertinence de l'une ou de l'autre alternance? Vous savez que c'est un débat qui est à court. Il y a l'alliance politique pour le changement initiée par Jean-Michel Nitieux qui a déjà désigné son candidat, je rappelle rapidement. Il y a la transition politique initiée par Olivier Billet. Aujourd'hui, l'une ou l'autre démarche a-t-elle véritablement sa pertinence quand on sait que pour des analystes, je ne sais pas si vous comptez de cela, l'union de l'opposition ferait également ou ferait plutôt ou serait partie des éléments qui pourraient faire vaciller le pouvoir? Bon, moi, je tiens déjà à mentionner que dans cette actualité-là, l'opposition, je suis de la mouvance Opposition Unie et Solidaire. C'est-à-dire, c'est Opposition Unie, c'est Opus, oui, c'est Opus, c'est une variable Opus qui existe même d'ailleurs bien avant les deux que vous avez cités. Parce que je vous ai dit, moi, je travaille pas dans le bruit, vraiment, c'est une déformation professionnelle. Et nous sommes dans la logique d'opposition unie et solidaire. Il faut d'abord unir l'opposition parce que dans vos termes, vous voyez, vous avez utilisé instinctivement l'union. Parce que c'est le véritable problème de l'opposition. L'union d'abord. Et on a ajouté la notion de solidarité. C'est la solidarité dans l'action.
Vous voyez? Bon, je crois que l'ambiance dans le football, avec les bruits partout, nous a permis de mettre d'abord le projet sous le boisseau parce que c'est invivable. On ne peut rien faire dans une telle actualité, ça va dans tous les sens. Donc on va redémarrer au cas où l'actualité dans le football s'estompe. Maintenant, parlant des deux autres approches, moi je respecte les approches. Celle du MS et je crois FCC qui parle de l'APC, c'est ça, Alliance pour le changement. Moi je respecte leur approche. J'ai toujours dit, ma position est connue, c'est une approche honnête. C'est une approche honnête, c'est des gens qui vous invitent dans leur affaire et vous disent qu'en venant, voici comment on marche et voici qui est déjà en tête. Donc il ne faut pas venir contester la tête. Vous venez simplement vous aligner, c'est honnête. Ça veut dire que vous êtes libre de partir ou alors de rester. Bon, l'autre approche, je la respecte aussi. Je la respecte aussi, mais ils l'ont fondée sur la transition. Bon, c'est là où peut-être moi, je n'ai pas été d'accord avec eux. C'est-à-dire que j'estime, et vous avez posé cette question en début, le Cameroun est-il un pays en guerre ou un pays en paix? Vous voyez, si on pose la question de la transition, alors il faut savoir la poser. Mais tel qu'ils l'ont posée, j'ai dit non, ça ne peut pas marcher comme ça. C'est-à-dire que la transition, c'est comme si on savait que le type qui dirige le pays, il allait rendre l'âme d'ici demain, avant 2025, et puis ceux qui sont dans l'opposition, on les appellerait pour pouvoir assurer... bon, bref, c'est pas ça. N'empêche qu'eux-mêmes, ils ont dit à un moment donné, Olivier Billet, je ne sais pas si c'est recadré, qu'au bout, au finish, si le président de la République épouse leur philosophie, leur idéologie, il pourrait faire transition avec lui. Vous avez donc anticipé. Et je leur ai dit, moi, je ne marche pas comme ça. Nous sommes là. Donc vous ne pourrez pas donner votre soutien au président de la République? Je donne mon soutien au président de la République comment? Quelqu'un est au pouvoir, il n'en a que cure de l'opposition. Puisque c'est mon débat avec les aînés dans l'opposition, et surtout dans cette approche. Moi, je leur ai dit, écoutez, le parti au pouvoir, il a toutes les institutions. Que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat et tout. Et d'ailleurs, quand il veut faire une petite part belle à l'opposition, il va chercher ceux qui n'en valent pas la peine pour nommer dans son gouvernement, pour dire j'ai quand même nommé. Vous voyez? Mais après qu'il les a utilisés dans une élection postiche où ils ont à le soutenir, comme avec le G20. Vous vous en souvenez? Donc j'ai dit, vous ne pouvez pas vouloir faire un contrepoids avec un adversaire en fait qui est en surpoids politique et qui n'a même pas l'intention de négocier avec vous puisque vous ne valez rien. Le plus important, c'est que nous nous unissions d'abord parce que, comme on dit, c'est pas nous qui l'avons inventé, cette soupe-là. L'union fait la force. Maintenant, ensuite, c'est la solidarité dans l'action. Si nous sommes déjà unis, M. Dipita, on n'est pas obligé de s'entendre sur tous les points, mais on s'entend sur l'essentiel, ce qui est le changement. La solidarité dans l'action, c'est que nous maillons le territoire en 2025. Qu'il n'y ait pas un morceau de territoire où on retrouve l'opposition. Parce que ça a toujours été le véritable problème de l'opposition. Que ce soit législative, comme ce soit municipale, où les circonscriptions se retrouvent, par exemple, sans aucun parti d'opposition. Quand vous avez vu, par exemple, les dernières élections législatives et municipales, le RDPC avait pratiquement 100 communes et plus, où il n'y avait pas d'opposition. Donc, c'est ça notre véritable enjeu. Dans un schéma stratégique, peut-il arriver qu'au plus, le mouvement Jouvence puisse avoir un fer pour l'une ou l'autre tendance? Au cas non, nous sommes... Jouvence est dans la logique opposition unie et solidaire. Nous sommes pratiquement plus de 30 partis. On n'est pas encore constitué, mais on est dans le projet, oui, c'est encore un schéma. Nous sommes dans ce mouvement. Il est possible peut-être parce que je crois que ATP a plus de dispositions à nous retrouver, ou nous avons plus de dispositions à retrouver ATP pour faire jonction. Bon, peut-être pas avec APC, parce que vous savez, quand on a déjà décidé de la tête, et puis la logique dans laquelle ils sont partis, pour nous, bloque, parce que dans la logique opus, le plus important pour nous, c'est pas l'élection présidentielle. Vous comprenez? C'est pas l'élection présidentielle. Parce que nous avons tenu compte du fait que le développement passe par le local. C'est les législatives, c'est les élections municipales. Si nous avons les mairies, M. Dipita, nous avons la majorité des mairies. Si nous avons une majorité à l'Assemblée nationale et que par extraordinaire, je dis ça comme ça, par extraordinaire, il a réussi encore à reprendre 2025. Et qu'en 2026, nous avons ces deux choses-là, c'est-à-dire le Parlement et les municipalités. On peut travailler, non, Dipita. On peut construire les routes pour les populations, on peut construire les hôpitaux, même si Biya et ses amis font autre chose dans le gouvernement. C'est ça la logique. Mais vous voyez que dans la logique APC, ils ont fait une focalisation sur la présidentielle. Puisque si les gens vous appellent dans leur je dis que voilà le leader, ça veut dire que leur problème, c'est la présidentielle. Or, nous savons qu'à l'état actuel, si nous sommes faibles, la présidentielle, ce monsieur qui est secondaire. Voilà, c'est secondaire. Il risque encore de prendre l'affaire. Mais on aura oublié les élections locales qui sont en fait plus importantes pour la population et pour le Cameroun, parce que c'est en fait là-bas que se fait le développement. Vous comprenez? Donc c'est ça en fait la logique. Donc nous sommes dans notre logique un peu plus proche
de Opus est plus proche de ATP que toute autre chose. Et il est possible que dans un proche avenir, si nous comptons lancer le mouvement, que nous puissions les retrouver peut-être en 2025 à l'orée des élections pour pouvoir fusionner et voir comment on peut moduler nos forces. Quelle est votre perspective sur les candidats comme Maurice Kamto, Joshua aussi, Cabral Libye, dont on sait quand même qu'ils ont plus ou moins tenu le lead en termes de résultats après le président Biya lors des dernières présidentielles? Non, moi je pense que le meilleur atout actuellement, si je dis meilleur atout, je pense que c'est Cabral. Moi je continue à le penser. Je continue à le penser. Quels sont vos arguments, quels sont vos éléments d'analyse? Vous vous basez sur quoi? Il a fait la fourmi. Il a fait la fourmi depuis 2020. Mais après la présidentielle, il n'a pas refusé d'aller aux législatives municipales. Il y est allé. Il a obtenu le résultat qu'on connaît. Je crois 5 députés. Je crois qu'il doit avoir 7 mairies pleines. Et il doit avoir 204, je crois, conseillers, quelque chose comme ça. Donc il a fait la fourmi. Et depuis 5 ans, il maille le territoire. On voit comment il est présent. Vous voyez? Donc, mais vous n'avez pas besoin de me poser cette question, puisque si vous voyez ce qu'on est en train de faire de son PCRN avec la scission, là, c'est parce qu'effectivement, on s'est rendu compte qu'il a fait justement la fourmi. Donc, je crois que c'est en fait lui qui reste le meilleur atout pour nous autres qui espérons le changement. Vous savez, moi, j'ai dit, et comme je dis toujours aux jeunes, je ne pourrais être, moi, peut-être candidat, si je me rends compte que la scène est devenue vide. Elle s'est vidée. Vous comprenez, M. Dipita? Voilà, moi je le dis toujours parce que ça ne sert à rien de pouvoir dire tout le monde veut être président de la République. On est près de 370 partis politiques. On n'a qu'un seul fauteuil présidentiel. Il faut que certains acceptent quand même de s'asseoir sur leurs ambitions. Qui dit que M. Dipita, vous ne pouvez pas être conseiller de quelqu'un d'autre qui est plus avancé que vous. L'essentiel, c'est le résultat. Donc c'est la même chose avec les mouvements d'union de l'opposition. Donc il faut que les gens comprennent que si vous avez créé votre parti, bon c'est bien. Mais lorsqu'il s'agit de l'objectif, c'est-à-dire le peuple, le bien du peuple, vous devez pouvoir faire des concessions. Donc moi, je crois que Cabral est le meilleur atout. Il est le meilleur atout. Maintenant, ce qui lui arrive dans son parti, bon, c'est malheureux. J'espère que ça pourra s'arranger dans le bon sens. Mais connaissant les aînés, ce sera un peu difficile. Mais on observe encore, Maintenant, pour Joshua aussi, moi, je crois qu'il est le véritable problème du SDF. Vraiment, je sais qu'il a hérité de ce parti dans des conditions très difficiles. Mais je sais aussi que bon, l'homme a plus d'acquaintance avec le pouvoir en place que son propre parti et que les populations. D'ailleurs, le résultat de 2018, l'élection présidentielle, je pense que même le chairman... Le SDF a largement expliqué. Oui, je crois que même le chairman lui avait rendu un très mauvais service en le jetant à la bataille. Vous savez, les aînés, quand ils vous font ce jeu que le SDF n'a de cesse de dire qu'il souffre depuis que les régions du nord-ouest et du sud-ouest... Non, ça ne veut rien dire. Justement, c'était le moment pour le SDF de prendre la main. C'était le moment pour le SDF de prendre la main. Mais si ces électeurs sont empêchés... Mais je crois que... Non, mais est-ce que ceux qui combattent dans les forêts, ils combattent le SDF, ils ne combattent pas le SDF? Mais ils combattent le parti au pouvoir et ceux qui dirigent. Ils combattent le parti au pouvoir et ceux qui dirigent. Non, mais la preuve, c'est qu'il y en a quand même qui ont voté là-bas. Mais même malgré ceux qui ont voté, le SDF n'a pas réussi à faire le chiffre. Quand même que le taux de participation était exceptionnellement bas. Non, je dis malgré ceux qui ont voté, les suffrages valablement exprimés dans les deux régions, le SDF n'avait pas un résultat visible. Même le parti au pouvoir l'a battu. Vous comprenez? Donc je veux dire en fait que Joshua aussi, il est le véritable problème de ce parti. Il est le véritable problème de ce parti parce qu'en fait, il n'est pas collé au peuple. Il est davantage collé à ceux qui dirigent. Et c'est ça qui va déphaser en fait le combat de ce parti-là. Bon, je crois quand même aussi que ce parti a des outils juridiques, statuts et règlements qui sont assez bien rédigés et assez bien ficelés, qui sont tels qu'ils peuvent bousculer le bas. Le bas militant peut bousculer facilement la tête, au cas où la tête veut dévoyer. Bon, mais je crains qu'il puisse les amener sur un mur. Maintenant, sur le professeur, moi je crois que l'aîné a fait le job qu'il a pu faire dans le MRC. Et j'ai l'habitude de les taquiner et je suis souvent très sérieux quand je les taquine avec mes amis du SDF que j'ai dans ce mouvement-là. Je dis souvent le SDF peut faire un excellent résultat aux législatives municipales au cas où c'est maintenu avant la présidentielle et à la présidentielle même en octobre si le professeur abdique. D'accord. Je dis, il a fait son job, M. Dipita. Il a fait son job, c'est-à-dire que le professeur Maurice Kamto, c'est un éléphant. Il a ouvert la forêt. Mais il a pris tellement de flèches
Il a pris tellement de balles que il serait difficile pour lui de toucher le Graal. En fait, il doit faire comme Moïse. C'est-à-dire qu'il doit comprendre peut-être qu'il peut ne pas entrer dans la terre promise. Il peut laisser Josué. Un schéma à la Sonko. Il peut laisser Josué prendre la tête du MRC, une nouvelle figure, et qui peut rallier les Camerounais. Moi, je crois qu'il a fait le bon job. S'il change, il donne à un jeune, je pense qu'il peut faire, ce parti peut faire des merveilles. Cela dit, quels défis spécifiques dont les candidats éventuels à la prochaine présidentielle devraient-ils relever pour répondre surtout, et ça c'est aux besoins sociaux des citoyens? C'est un volet qu'on n'aborde pas beaucoup. Alors qu'en défendant, les leaders politiques disent oui, on a nos programmes, on peut tout y trouver. Mais sur la place publique, dans le débat public médiatique, on n'en trouve pas beaucoup qui, sur le plan social, vantent ou du moins font valoir leurs propositions. Non, vous savez, j'ai l'habitude de m'amuser. Je m'amuse toujours parce que j'estime que le programme, c'est un programme. Le projet politique, c'est un projet politique. Mais le plus important dans le commerce électoral, c'est celui qui porte le programme. C'est celui qui porte le projet. Vous voyez, vous pouvez avoir le meilleur programme du monde, M. Dipita, comme candidat. Mais si vous n'avez pas l'étoffe de l'appliquer, vous ne pourrez pas. Parce qu'il vous faut une certaine personnalité. Il vous faut une certaine connaissance de l'appareil. Il vous faut une certaine connaissance des rouages de l'appareil. Alors, si vous partez de n'importe où, du vide, et puis vous arrivez là, vous dites « je suis président de la République, j'ai un programme », quand vous regardez la réalité des pouvoirs, vous comprenez pourquoi certaines personnes, ils ont un meilleur programme comme candidat. Quand ils arrivent au pouvoir, ils font autre chose. On se dit « mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Ils s'adaptent à la réalité. Ils s'adaptent à la réalité. Vous comprenez en fait qu'il rêvait quand il était hors de l'appareil. Et une fois dans l'appareil, au sommet, il a vu la réalité. Donc, je crois davantage qu'il s'agit de l'homme qu'il faudra choisir, puisque vous parlez du candidat. Vous comprenez? C'est pour ça que j'aimerais, et votre question est merveilleuse, parce que le Cameroun a besoin d'un dictateur, M. Dipita. Comment ça? Le Cameroun a besoin d'un dictateur. Vous n'êtes plus pour la démocratie? Il a installé le Cameroun dans un vent de désordre et de délabrement. Oui. Je pèse mes mots. Okay. Je pèse mes mots. Je vous laisse poursuivre. Le Cameroun, le président a installé le Cameroun dans un vent de désordre, un pourrissement total. Je n'ai pas besoin de vous dire quoi que ce soit. Est-ce que vous n'avez pas d'argument à ceux qui disent au président de rester, plus qu'après lui, dans la dictature? Non, il reste pourquoi? Mais justement, ils veulent justement qu'il reste parce qu'ils savent qu'ils dépendent de lui. Mais ce n'est pas dans ce sens-là. Le Cameroun a besoin d'un dictateur pour remettre les points sur les i. C'est-à-dire que le libertinage, la tolérance administrative en n'en plus finir, les désordres en n'en plus finir, l'impunité. Je dis toujours, le prochain président de la République, il doit la faire au Cameroun à la Jerry Rawlings. Souvenez-vous, 1983, 1984, couper des têtes. Non. Parce que nous avons atteint... Voilà. Oui, je suis très sérieux. Nous sommes en télévision. Non, je suis très sérieux. Je sais que nous sommes en télévision et je le dis. Je le dis. Et Biya le sait. Biya lui-même le sait. Vous savez, Biya, et j'ai l'habitude de le dire, il a été plus violent qu'Aïdjo. C'est ce que les Camerounais, beaucoup de Camerounais ne comprennent pas. Comment cela? Ben ouais. Vous êtes libre de dire ce soir qu'il faut couper les têtes. Oui. Sur le plan économique, il y a l'ouverture au monde, Oui. à la planète. Oui. Il vous manque quoi? Il nous manque l'ordre et la discipline. Parce qu'en fait, on ne construit rien de sérieux dans un pays sans discipline, sans Donc ordre. le président a eu tort d'être l'un des acteurs de favoriser les lois de 90. Non, ce n'est pas une question de loi. Le président a installé l'indiscipline au désordre intentionnellement. Parce qu'en fait, comme nous parlions du football, comme distraction, c'est ce qu'il a fait avec la tolérance administrative. Et la corruption est le levain du désordre gouvernemental, comme les différents désordres à tous les niveaux. Je prends un simple cas, nous tous nous voyons comment ils prennent de l'argent et puis le logent dans les paradis fiscaux. Nous savons ça, c'est le désordre, l'impunité. Prenons simplement le petit Camerounais de base. Quand un individu peut marcher et puis il mange, je ne sais pas, une peau de banane, il la jette. Pour vous, c'est négligeable. Mais dans l'esprit d'un peuple, vous comprenez en fait qu'il y a un boulon qui est desserré. C'est-à-dire que ce désordre de cet individu qui ne comprend pas qu'il faut attendre, il faut garder l'ordure pour la jeter dans la prochaine poubelle, justement, est le reflet de ce qu'il y a quelque chose qui manque dans la moralité et dans l'éthique sociale. Vous comprenez? Donc, il y a des échelles, donc, quand vous relevez au niveau de l'État, c'est ce qui arrive.
C'est-à-dire qu'un ministre ne respecte pas le Premier ministre. Un ministre ne respecte pas la parole présidentielle. Quand on pique, on met la main dans la caisse. Donc on voit au sommet, ça va jusqu'en bas. Un mototaximan qui ne respecte pas le feu. Vous comprenez? C'est en bas, vous voyez. Il faut donc établir un parallèle aussi avec ceux qui dirigent le pays. Mais, Valère, en dehors des préoccupations pertinentes, comme les plus récurrentes, eau, électricité, il y en a d'autres qu'on n'évoque peut-être pas assez. Les logements sociaux. Si vous sortez par exemple, là, vous allez au Carrefour des Églises à 2h, 3h du matin, nous sommes à Douala, vous verrez comment certains dorment sur leur moto, se réveillent le matin. Alors, le chef de l'État a lancé en 2009 un programme de construction de 10 000 logements à travers les 10 régions du pays. Dans une dynamique, évidemment, pour faciliter l'accès aux logements sociaux, un peu comme ça se voit ailleurs, au plus grand nombre des populations, avec 50 000 parcelles constructibles. Bref, un programme dont on pouvait espérer, ou alors pour lequel on pensait que près de 30 ans après, on aurait quand même pu voir germer une logique ou alors la baisse considérable du logement, de la demande ou des prix. Mais aujourd'hui, c'est peut-être pas toujours le cas. Vous, dans ce domaine-là, en tant qu'acteur politique, quelles sont les propositions que vous pourriez faire? Non, peut-être avant les propositions. Il faut bien comprendre que la logique de construction des logements est vieille. Elle est plus vieille même que le Cameroun indépendant. Le Kansig Messa est né avant les indépendances, aussi par la France. Et la SIC a été créée en 1952, sous le haut-commissaire André Soukado. En 1952. Elle a été restructurée en la Société immobilière du Cameroun en 1978. Et le président Ahidjo avait pensé qu'il fallait créer 2 autres structures, c'est-à-dire la MAETUR, la mission d'aménagement et d'équipement des terrains urbains et ruraux. Et il fallait créer le Crédit foncier du Cameroun qui allait en fait être la structure qui cherchait de l'argent pour donner à la SIC pour qu'elle construise et à la MAETUR pour aménager. Vous voyez, puisque la MAETUR et le Crédit foncier avait été créé en 1976. Voilà la logique. Et cela a été fait pendant le 3e plan quinquennal d'Ahidjo, 76-81. Et je vais vous dire, entre 76 et 86, c'est la période où le Cameroun a construit le plus de logements, 8300 logements. Grâce au 4e et au 5e plan quinquennal d'Ahidjo, puisqu'Ahidjo n'était plus là au 5e plan quinquennal, mais qui est fini en 86. Et après ça, il n'y a plus de construction du tout. Mais c'est en 2009, comme vous l'avez dit, que le président a lancé le programme. Je crois qu'il avait négocié ce qu'on a appelé le PLANUT, le plan national triennal. Non, plan national triennal de construction de 10 000 logements. C'était avec le président italien. Le président italien. Et on a d'ailleurs une entreprise, je crois Alliance, qui a été engagée dans ce sens-là, une entreprise. Mais le problème, c'est un problème d'homme. Comment cela? Il y a un problème d'homme, M. Dipita. Vous voulez dire que la politique gouvernementale était bien structurée, bien pensée, et ça coince un peu? Oui, la politique, dans ce sens, est bien structurée à la base. Mais les hommes se sont ingérés, c'est-à-dire pour pouvoir anesthésier la politique des logements. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous savez qu'entre 86 et 89, il n'y a rien eu. 2009, il n'y a rien eu parce qu'en fait, l'État n'avait pas d'argent pour investir dans le secteur. Une fois que le président relance cela, dans son discours de 2009, 31 décembre 2009, 2011 aussi, je crois, à 2011 déjà, c'était en septembre avec le sommet, comment ils appellent ça, le congrès extraordinaire ou ordinaire de son parti, en septembre 2011, il l'avait fait. Mais le problème, c'est un problème d'homme, puisqu'en fait, il s'agit pour ceux qui dirigent de rechercher toujours des niches pour pouvoir ponctionner les caisses. Alors, ils ont fait quoi? Ils ont anesthésié la SIC. Parce qu'en fait, c'est le constructeur de l'État. Je vous donne 2 ou 3 cas. Si vous prenez par exemple le cas de Pizzarotti. Pizzarotti, qui doit construire, je crois, qui a 40 milliards de budget pour construire dans le PLANUT des logements. Vous allez vous rendre compte que la tutelle, par exemple, est en train d'empêcher la SIC de pouvoir travailler avec Pizzarotti.
Comment ça? Je suis arrivé même à un niveau, et je crois que depuis qu'on a eu un incendie là, à Olembe, je me suis intéressé à ce sujet, et qui est d'ailleurs passé sur une autre chaîne, et j'ai vu la levée de bois vert et de bois sec qui est montée contre cette affaire-là, où les gens se bagarrent. Je suis allé voir plus clair dans l'affaire. Pizarrotti a un problème aujourd'hui parce qu'en fait, dans notre administration centrale, des gens ont demandé à Pizarrotti de pouvoir quitter le Cameroun et de gagner 50 milliards pour rompre le contrat. Je comprends. Pour ces raisons, rupture de contrat. Parce qu'ils estiment que le contrat qui a été signé avec Pizarrotti depuis 2017 ne convient pas à leurs intérêts, c'est-à-dire du temps de M. Mbouentou, par exemple. Alors vous voyez que la nouvelle administration pense qu'elle n'a pas des intérêts dedans et elle pense qu'il faut restructurer. Vous avez parfaitement compris. Non, je n'ai pas compris, vous m'expliquez. Non, vous venez de le dire. Donc il faut absolument restructurer le contrat. Restructurer le contrat parce qu'en fait, dans la logique gouvernementale de ceux qui sont au gouvernement actuellement, il s'agit en fait de surfacturation à tout va. Je vous explique encore autre chose. Je prends, on va dire ça comme ça, Cofor. Vous savez qu'à Olembe, par exemple, à Olembe, les Chinois, avec les malfaçons qu'ils ont eu à faire, l'administration actuelle a réussi à apporter une entreprise qui se dit espagnole, mais avec des Béninois, mais qui en fait se retrouve une entreprise très proche de ceux qui dirigent au niveau de la centrale du développement urbain, vous comprenez? Et avec des surfacturations à n'en plus finir. Je vais encore vous dire une chose. Si vous parlez de Pizarrotti, est-ce que vous savez que le matériel sur lequel avec lequel Pizarrotti devait travailler, qu'ils ont importé, qui devait être délivré au port autonome de Douala à raison de 31 millions de francs, est resté plus de 4 ans au port. Les surestaries sont montés à 4 milliards et demi, les surestaries. Mais qu'est-ce qui était alors? Parce que la logique était justement d'empêcher l'entreprise de travailler et de vendre le matériel de génie civil de Pizarrotti aux enchères pour les récupérer dans leurs propres entreprises privées. Et les injecter dans leurs BTP. Ben oui, je suis en train de vous le dire comme ça. Parce que c'est vous qui avez évoqué le sujet, M. Tongo. Oui, mais c'est des préoccupations, je veux dire, d'intérêt général. Ben oui, je vous cite dans des cas. Je vous dis, je m'intéresse à ce sujet depuis un bon bout de temps. Okay. Vous savez, l'honorable Dame, j'ai travaillé dans l'extrême nord, c'est une dame sans problème. Hein. C'est vraiment sans problème. C'est une députée de l'extrême nord. Elle a écrit une lettre depuis janvier ou février de cette année pour se plaindre, par exemple, du problème des routes dans la ville de Maroua. Je crois que vous avez eu la fameuse actualité. Il y avait quoi avant? Il y avait quoi avant? Alors, le problème là-bas, c'est qu'on se rend compte que ce qui ne marche pas dans les logements, c'est la logique qui se calque dans toutes les autres logiques gouvernementales, c'est-à-dire des projets de l'État. C'est-à-dire qu'on utilise des partenaires ou des entreprises étrangères qu'on va chercher pour venir exécuter certains travaux, parce qu'en fait, elles vont nous servir d'interface pour faire sortir l'argent du pays. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes entreprises qui sont dans tous les marchés. Prenez par exemple dans les marchés de route, il y avait quoi avant? C'est Razel, non? C'est Razel. Vous allez vous rendre compte que si vous prenez le cas de Razel, vous prenez le cas d'une autre entreprise, on récupère ces entreprises et les rétrocommissions ne sont pas payées au pays. L'entreprise ouvre des comptes à l'extérieur et les loge là-bas. Ça veut dire que celui qui lui a donné le marché, il sait qu'il y a des comptes de l'autre côté. C'est comme ça que ça fonctionne. Ben oui, c'est ça le véritable souci. Donc je vous cite ces différents cas-là pour que vous compreniez qu'en fait la logique aujourd'hui, ce n'est pas tellement ce que l'on voit. L'affaire des logements est une affaire d'abord d'immixtion de l'administration centrale dans les travaux. Pourquoi est-ce que le crédit foncier n'a pas de problème aujourd'hui? Vous voyez? Le crédit foncier en hibernation parce qu'ils ne veulent pas que le crédit foncier ait de l'argent pour pouvoir financer justement la politique de logement. Parce que cela leur échapperait. Il faudrait absolument que le ministère soit toujours l'interface avec la SIC afin que la tutelle puisse toujours brider la société immobilière du Cameroun. Et pourtant, dans la logique de création de base de cette entreprise-là, c'est elle le constructeur immobilier de l'État, c'est l'agent immobilier de l'État, depuis toujours. Je vous prends un cas. Je crois qu'il y a eu une convention MINCAF-MINDU qui donne un mandat de gestion au directeur de la SIC. J'ai eu à rencontrer ce document-là quelque part. Mais allez vous dire une chose. Si je vous disais par exemple que de toutes les cités ou les camps SIC, la SIC, la société immobilière, n'arrive pas à avoir un titre foncier sur tous ces investissements. Vous me croirez? Vous me croirez, M. Tongo? Ben, je veux bien vous croire, mais comment ça s'explique? Ben oui. La SIC, c'est l'État, M. Tongo. Bien sûr. Pourquoi est-ce que l'État met tant de temps, 5 ans par exemple, à octroyer un titre foncier à lui-même? Ça a un sens pour vous? Alors que nous savons que le ministre au MINCAF, là, ils ont réussi en 2 mois à signer une concession, à presque signer une concession de 400 000 hectares
dans la région, dans le département de la Haute-Sanaga, un individu sulfureux n'eût été l'intervention de la présidente de la République. Vous comprenez ça? Ça veut dire qu'en fait, quand ils n'ont pas un intérêt quelque part, il faut fermer le robinet. Et pourquoi la CIC garde ce mutisme? Pourquoi est-ce qu'elle ne... Je veux dire que... Non, moi je crois peut-être que celui qui est là, il est respectueux de la hiérarchie, mais je crois qu'il doit se battre à sa façon. Je ne sais pas comment il se bat, de toutes les façons. Mais ce que je vais vous dire au fond, parce que ce n'est pas ça le véritable problème, Monsieur Tongo, je vais sortir par le sujet des logements par mon entrée. Le problème de la SIC, c'est plus haut. C'est plus haut parce qu'en fait, vous avez dans le gouvernement des gens qui se revendiquent en fait des parrainages. Et nous savons qu'il y a les ministres de la cuisine et il y a les ministres du président, il y a les ministres des ministres. Vous comprenez ce que je dis? Quoi? Non, pas encore. Les ministres des ministres, par exemple, c'est ceux qui sont arrivés au gouvernement parce qu'un ministre qui est très proche du président a réussi à faire inscrire leur nom dans le remaniement. C'est ça le ministre des ministres, d'un ministre. Vous comprenez? C'est-à-dire que son parrain est un autre ministre. Il doit son poste à un autre ministre. Vous avez donc les ministres du président, parce qu'en fait, le président vous connaît personnellement. Et donc, quand il faut remanier, il est celui peut-être même qui remet votre nom au stylo. Vous comprenez ce que je dis? Il y a aussi les ministres de la cuisine. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils dépendent de la cuisine du président. C'est pour cela que je suis en train de vous dire que c'est le cas donc, à ce niveau-là. Et permettez-moi, je profite de votre plateau, parce que c'est un problème qui devient aussi récurrent. Et moi, j'ai dit, moi, j'ai pas de sujet tabou. J'ai pas de sujet tabou. Et je vais lancer un appel comme cela à notre première dame, parce que c'est important. Monsieur Tongo, permettez-moi, pour lui faire comprendre que les Camerounais suivent tellement de choses. Son nom est baladé dans des choses terribles dans la République. Je lis tout, monsieur Tongo. Je lis tout. Je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Mais il est important pour que notre première dame comprenne une chose. Le peuple l'aime autant qu'il aime le président de la République. Le peuple aime la première dame, Chantal Biya, pour ce qu'elle a réussi à faire du président. Parce que comme j'ai l'habitude de dire aux jeunes, on doit respecter les institutions, c'est vrai, mais on doit aussi respecter les personnes, nos aînés, c'est important. On a vu quand le chef de l'État avait perdu sa première épouse, le 29 juillet 1992, on a vu comment la première dame a réussi à lui faire garder le moral. En 1992, vous connaissez les villes mortes, les mouvements qu'on avait. Le président était au four au moulin, il a refusé la tripartite, la conférence nationale souveraine. Mais avec ce remariage, on a vu comment il a repris vie. Les Camerounais sont vraiment très ravis et reconnaissants envers la première dame. Et on voit le travail qu'elle a eu à faire avec les synergies africaines, avec le CIRCB, le Centre international de recherche Chantal Biya. Vous voyez, qui justement agit dans le quotidien. On a vu même avec le CRACER qu'elle a réussi à créer et qui fait des merveilles technologiques, vous voyez. Mais il y a des gens qui tournent autour d'elle, qui marchent avec son nom, comme les cornes sur la tête. Ce n'est pas le bon prétexte de l'entourage qui est mauvais? Mais non, ça ne concerne pas le président. Nous parlons de la cuisine du président. Oui, mais je comprends votre parallèle. Voilà. C'est pratiquement la même chose. Il y a des gens comme ça qui marchent avec son nom, peut-être à qui elle a eu à donner des faveurs, peut-être à favoriser que tel arrive au gouvernement, mais qui profitent justement de sa proximité pour faire ce que nous voyons, par exemple, que j'en prends le cas des logements. Parce qu'en fait, c'est ça la véritable solution aujourd'hui. Donc, il est important pour nous, la jeunesse, de dire à la première dame, personne d'entre eux ne peut rien vous apporter, madame la première dame. Personne. Parce que l'honneur que vous avez déjà, là je lui parle, à vouloir faire ce que le président réussit à faire aujourd'hui, à le soutenir au quotidien, vaut tous les honneurs du monde. Et le peuple lui sera reconnaissant. Donc il est important qu'elle comprenne qu'il faut se détacher de ces gens-là. Il faut aider son illustre époux dans sa faiblesse déjà de l'âge, à pouvoir nettoyer aussi à partir de son les acteurs, puisqu'on en était là, on va peut-être en sortir. Vous voulez dire que les acteurs qui bloquent les processus de logement de qualité aux populations camerounaises sont proches de la première dame? Mais justement, ils se recrutent à ce niveau-là. C'est ça le véritable souci. Vous croyez que ce que je viens de donner comme élément... Que la première dame leur sert de couverture? Parce que ils utilisent... Mais attends, il y a des gens qui utilisent le président aussi comme couverture. C'est la même chose aussi avec elle. C'est ça le véritable souci aujourd'hui. Donc il faudrait que notre première dame comprenne cela. Parce que vous voyez, je dis le Cameroun, et vous l'avez dit de manière insidieuse, mais je vais argumenter dessus pour dire que le Cameroun est sous le coup d'une petite malédiction. C'est-à-dire que nous avons l'âme du président Ahidjo qui erre.
Parce qu'en fait, quand vous avez été président de la République, premier président de la République, vous ne vous appartenez plus. Il a son corps au Sénégal. Vous croyez qu'il dort là-bas? Il ne dort pas là-bas. Et il a été condamné par contumace par 2 fois, par le président Paul Biya. Donc même sur le plan de la mystique politique, Ahidjo ne peut pas accéder au Cameroun si des mesures ne sont pas prises pour restaurer sa mémoire. Vous comprenez ce que je dis, monsieur Dipita? Et son épouse gît aussi au Sénégal, à côté de lui. Nous ne voulons pas ça. La jeunesse qui veut le pouvoir là en 2025 ne veut pas répéter ça. Parce qu'en fait, il y a ce point noir là qui pend, qui entache tous les Camerounais. Donc je sors par là, monsieur Tongo. Je sors par là pour dire qu'en fait, c'est le cas aussi, pour ceux qui nous arrivent aujourd'hui, que notre première dame comprenne que le président a l'intention d'aller dormir en Gomeka tranquillement lorsqu'il voudra se coucher près de ses ancêtres. Et justement, ces gens-là qui profitent d'elle, qui veulent lui montrer en fait qu'il travaille pour elle alors que ce n'est pas le cas, qu'il faut qu'elle s'en débarrasse aussi. Est-ce qu'il en risque de voir le président subir le sort de son prédécesseur après le pouvoir éventuellement? Non, pour nous, il n'y a pas de risque parce qu'en fait, nous n'avons pas l'intention de lui faire ce qui est arrivé au président Ahidjo. Il n'y a pas de risque. Mais je crois que ce qui est le plus important, c'est que son entourage l'aide aussi. Nous aide à les aider, parce que c'est le plus important. Nous parlons des logements, vous comprenez? C'est le temps pour la première dame de le comprendre aussi, c'est-à-dire d'aider le président à terminer. Ne plus bloquer le remaniement, ne plus amener le président à ne pas signer cette affaire afin de sanctionner, parce que en fait, si le président sort par la petite porte, c'est elle aussi qui sortira par la petite porte, vous comprenez? Et moi je le dis toujours, je travaille pour la jeunesse. Et les jeunes sont conscients de plus en plus par mon petit discours et le discours aussi de ceux qui veulent bien parler comme moi et leur donner ce conseil-là. La première dame a des enfants qui ont l'âge de cette jeunesse. Vous comprenez? Je ne crois pas qu'elle serait heureuse de errer dans le monde et ne jamais arriver au Cameroun, comme on a vu par exemple avec Madame Germaine Ahidjo. Parce que là où votre mari est enterré au Sénégal, elle était obligée de rester là-bas. Vous comprenez, monsieur Tongo? Non, je ne crois pas qu'elle serait heureuse comme ça. Et ces gens, justement, qui profitent d'elle, qui profitent de son nom-là, pour mal travailler, pour empêcher le président d'atteindre les résultats. C'est le résultat qu'ils veulent pour elle aussi. Et nous, on ne veut pas ça comme ça. Donc c'est un appel, une exhortation à la première dame pour qu'elle lâche du lest. Il faut libérer ces gens-là, il faut les nettoyer et qu'elle puisse encourager son mari à poser les derniers actes chirurgicaux politiques qui permettront au Cameroun de rentrer dans l'axe et que le successeur puisse continuer. De façon pragmatique, que fait-on pour que les Camerounais aient à leur disposition des logements sociaux? Oui. Donc, prix abordable, conscient du SMIC, qui sait peut-être, donc à des prix, je l'ai dit, abordables, mais aussi de qualité, parce que nous avons déployé nos équipes de reportage à certaines occasions de réception de ces logements. On a quand même constaté par moment quelques manquements, et d'ailleurs, plusieurs fois, les entreprises ont dû remettre la main dans la poche pour refaire quelques travaux. Que faut-il pour que, dans un avenir relativement proche, désormais, 2009-2024, ce n'est pas 2 jours, que les Camerounais puissent avoir des logements corrects? Il faut libérer l'agent immobilier de l'État de sa tutelle qui est trop prenante. Il faut libérer la SIC, c'est important. Comme je dis aussi, il faut libérer la maïture. Il faut libérer le crédit foncier, il faut libérer les entreprises d'État. Et il faut reculer, parce que le président avait eu la merveilleuse idée, je crois que le professeur Ndouabi en a parlé, c'est-à-dire que cette affaire des ministres PCA est dérangeante. C'est-à-dire que les ministres PCA pensent qu'en fait, les entreprises d'État sont leur porte-monnaie. C'est-à-dire où il faut aller piocher de l'argent quand on n'en a plus, ou alors on va chercher des projets, on va loger dans les entreprises d'État et on demande au DG de les utiliser au compte des PCA. Vous comprenez? C'est ça le véritable problème. Donc il faut qu'on revienne à cette orthodoxie, que les ministres cessent d'être PCA. Il y a des agents de l'État, il y a des administratifs, il y a même des gens dans le privé qui peuvent être PCA des entreprises d'État et aider ces entreprises à avancer. Vous comprenez? C'est la première chose. Donc il faut libérer l'agent immobilier de l'État. Trop d'immixtion. Il faudrait que nous puissions laisser les entreprises travailler. Et je pense que le MINMAP est un ministère. Moi, j'ai toujours été contre la création du MINMAP, mais comme il existe, ministère des marchés publics, mais comme il existe, il faudrait que le MINMAP soit restauré au centre même de l'action de passation des marchés. Parce qu'aujourd'hui, les ministres combattent. Tous les ministres combattent le MINMAP. Parce qu'ils estiment qu'on ne peut pas être ministre, préparer des projets,
Et comme vous savez que derrière chaque projet, derrière chaque marché, il y a toujours un 10%, c'est le minimum qui va signer ces marchés-là et en fait, c'est lui qui prendra les 10%. Vous comprenez? C'est ça la logique de travail des ministres aujourd'hui. Donc, ça fait que le minimap est mis dans ses petits souliers. Donc, il faut libérer aussi la structure de passation des marchés. Il faut aussi comprendre que ici, au cas de l'agent immobilier de l'État, la SIC, il faudrait supprimer cette affaire qu'on appelle mandat de gestion. Mandat de gestion. Il faut supprimer cela. Mandat de gestion de quoi? Il faudrait absolument que la SIC ait des moyens qui lui soient remis directement afin de pouvoir contracter avec des entreprises et assumer elle-même la responsabilité de l'échec ou de la réussite de la politique de logement. Parce qu'aujourd'hui, avec tout le désordre qui se passe, qui sera responsable? Puisque le MINDU a contracté avec des entreprises par un mandat de gestion à confier à la SIC, mais se retrouve encore dans la gestion de la SIC. Regardez par exemple les loyers. Le compte de gestion, je crois la BISEC, 5 milliards est bloqué parce qu'en fait, la tutelle est co-signataire du compte. Vous pouvez vous imaginer ça, M. Tongo? Ça veut dire qu'en fait, la tutelle gère les loyers de l'agent immobilier de l'État de la SIC. Ça n'a pas de sens. Je vais encore vous dire une chose. On a vu des cas. Le Marocain, l'Arabe, qui travaillait dans le Planut, a bénéficié justement d'un procès verbal de réception définitive des logements qui ont été contestés par les populations à Ebolova, à Sangmelima, à Bafoussam, à Garoua, inhabitables. Inhabitables parce qu'effectivement, la SIC a eu à mentionner des réserves de malfaçon. D'ailleurs, vous avez vu les incendies tout de suite, mais la tutelle a libéré cette entreprise par un procès verbal de réception définitive contre l'avis du mandant qu'eux-mêmes ils ont choisi, c'est-à-dire la SIC. Vous comprenez que qu'est-ce qui peut motiver une tutelle à libérer une entreprise qui n'a pas fini le travail ou qui a mal fait le travail, si ce n'est la corruption? Mais est-ce que tout cela ne rentre justement pas dans la mauvaise gouvernance qu'on reproche au président de la République? Mais justement, nous sommes donc dans ce grand tout. Dans ce grand tout qui en fait renvoie au management même supérieur de l'État. Donc il faudrait absolument que l'on rentre dans cette logique-là pour pouvoir comprendre qu'en fait, il faut laisser travailler les entreprises de l'État et notamment la SIC. Et si je l'ai dit dès le départ, Biya n'a même pas pu construire 2000 logements, 2000 logements depuis. Or, à Idjo, à travers le plan quinquennal, les deux plans quinquennaux, 76-86, 8300. Depuis 2009, 10 000 logements, on n'arrive pas à les livrer. Pourquoi? Voilà les véritables soucis. Donc vous comprenez que le problème n'est pas un problème de politique, le problème est un problème d'homme. Alors, cela dit, vous dites d'une part, la jeunesse aime le président Biya, la jeunesse aime madame... Non, pas la jeunesse, le peuple. Là. Si vous parlez du président Biya, c'est le peuple de manière générale. Le peuple. Oui, le peuple aime l'homme. Et la première dame aussi. Mais en même temps, vous, les hommes politiques, vous appelez ce peuple à le faire partir, à s'inscrire massivement, à aller massivement participer. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, la participation est un acquis, le vote est un acquis. Ce qu'il faut désormais faire, c'est défendre son choix. Ben oui, parce que nous sommes dans la réelle politique. Le président est fatigué. On ne va pas aller le colleter. On attend l'élection pour le faire partir. Puisque si le peuple souffre, il n'a pas de résultat. Bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre si les gens aiment bien comment il s'habille, si les gens aiment bien comment le président est beau, on n'en a rien à cirer. Le problème, c'est que nous voulons les résultats. Les enfants qui naissent aujourd'hui, là, et ceux qui sont déjà 10-15 ans, là, ils ne nous pardonneront jamais à nous autres, nous qui sortons déjà la jeunesse, là, qu'on n'ait pas combattu pour changer de régime. Si nos parents ont échoué à toujours favoriser ce régime pendant 42 ans, 43 ans bientôt. Vous allez... enlever ces entreprises de tutelle ministérielle? Mais c'est le B.A.B.A. Comment vous C'est le B.A.B.A, monsieur Tongo. C'est le B.A.B.A, monsieur Tongo. Moi, j'ai été sur le terrain. Vous savez, la particularité d'un homme de terrain comme moi, c'est que j'ai vu le Cameroun par le bas. C'est-à-dire que tout ce qui se prend à Yaoundé, je l'ai vu exécuter et je l'ai exécuté en périphérie, que ce soit à Maroua, que ce soit à Garoua, que ce soit en mairie, dans tous les postes que j'ai occupés. J'ai vu ce que les élites font du Cameroun. C'est à mourir de pleurs. Vous comprenez? Donc, une fois là où je suis rendu, j'ai plus de visibilité. Donc, je sais pratiquement ce qu'il y a à toucher et à faire. Quel est le schéma idéal pour ces entreprises pour se départir de la même mise de la tutelle? C'est de leur rendre réelle leur personnalité juridique et leur autonomie financière. Aussi simple que ça, c'est inscrit dans leur statut. Que ce soit les EPA, que ce soit les entreprises publiques, elles sont juridiquement
autonomes et financièrement autonomes. Ils ont une personnalité juridique. Mais c'est cette personnalité juridique et cette autonomie financière que fout au pied les tutelles. Parce qu'en fait, les tutelles, comme je l'ai dit, ont transformé les entreprises d'État en leur porte-monnaie. C'est ça le véritable souci. Donc il faut absolument libérer. C'est une affaire de volonté et de décision politique, monsieur Dipita. Ce n'est même pas une affaire de texte, puisque les textes sont là. Alors, pour continuer sur ces questions sociales, à côté du logement, il y a le chômage. Et d'ailleurs, qui sait, peut-être les logements auraient pu permettre à un certain nombre de Camerounais d'avoir du travail. Mais là également, c'est un caillou dans la chaussure de ce gouvernement. Les Camerounais cherchent du travail. Pour ceux qui en ont, ils souhaitent un travail décent. Ceux qui ont du travail décent veulent être payés à la meilleure, du moins au niveau des prestations fournies. Là également, c'est un engrenage. Hein. Ben oui, la question du travail, elle est là. Mais le problème, c'est pourquoi est-ce que les gens n'arrivent pas à trouver le travail? Parce que la société est anesthésiée. Elle est anesthésiée par le manque de visibilité des aînés. Les aînés ne veulent pas ouvrir. Ce n'est pas le travail qui manque, M. Dipita. C'est juste que les aînés n'ont pas la vision. Ils n'ont pas la vision d'ouvrir. Je peux vous dire que dans des ministères, il y a des postes qui sont vides tant qu'un ministre n'a pas trouvé son neveu ou un proche à faire nommer. On préfère nommer des intérimaires un peu partout et quand on n'est pas content, on préfère laisser le poste vide et travailler avec des gens au quartier. Vous voyez? Donc, il y a le travail dans ce pays. Le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas intérêt ou ils ne trouvent pas les bonnes personnes. Ajoutez à ça les mauvaises pratiques ésotériques qu'ils ont déjà introduites pour devenir, s'il faut entrer dans telle chose et ainsi de suite, ça devient très compliqué. Moi, j'écoute tout le monde, les administratifs, des gens qui me parlent et qui disent, bon voilà, on ne peut pas tous être francs-maçons, on ne peut pas tous être rosicruciens, on ne peut pas tous être dans ces choses-là quand même. Une société ne peut pas être transformée de la sorte, vous voyez. On ne peut même pas tous être homosexuels. Parce qu'on est arrivé jusqu'à là. C'est-à-dire qu'il faut absolument que vous entrez dans des obédiences qui ont trait à l'homosexualité pour qu'on puisse vous faire avoir un travail décent. Vous voyez? Donc tout est conditionné. C'est ce que la jeunesse refuse. C'est ce que la jeunesse réprouve. Et donc quand vous dites qu'il n'y a pas de travail, non, il y a le travail. Le problème c'est que ils ne sont pas dans les réseaux, les jeunes ne sont pas dans leur réseau et alors on préfère laisser les choses vacantes. Alors quand on prend toutes ces problématiques, Valère Bessala, mais on regarde également l'engagement, on a beau dire, des militants du RDPC à soutenir logiquement leur candidat naturel, des jeunes de ce parti-là, vous n'avez pas peur de vous dire que ce sera encore notre raz de marée pour l'opposition l'année prochaine? Contre l'opposition, vous voulez dire? Contre l'opposition, bien sûr, excusez-moi. Non, je vous ai déjà dit, il n'y aura pas ça. Il y aura pas ça. Vous lisez dans une boule de cristal. C'est pas question de lire. Vous observez la sérénité du RDPC là-dedans? Non, c'est rien du tout. C'est rien du tout. Il faut distinguer la sérénité des apparatchiks et la sérénité des partis ou des populations ou des adhérents du parti au pouvoir. Vous comprenez? Et distinguer enfin l'état d'esprit de la population. Nous sommes 30 millions de Camerounais environ. Donc si vous enlevez le parti au pouvoir avec tous ces militants, il ne reste pas grand-chose. Vous comprenez? Il reste le peuple, c'est-à-dire plus de 25 millions de personnes. Donnons-leur même 5 millions d'adhérents. Vous comprenez? Voilà. Donc ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que le peuple est désormais conscient. On ne peut pas aller outre pour 2025. Vous savez que c'est le Conseil constitutionnel qui proclame les résultats. Il y a un sous-entendu dans ma question. Oui, j'ai compris le sous-entendu. Je vous ai même dit, je vous ai donné la réponse dès le départ. Ce peuple, s'il va aller voter massivement, il va défendre son vote, même par la violence. L'a-t-il déjà fait avant? Pourquoi le fera-t-il après? Non, il le fera. J'ai dit même pas la violence. Et quand j'ai dit même pas la violence, je vous ai déjà tout dit. Je n'ai pas besoin d'aller plus que ça. Est-ce qu'on peut être plus violent que ce gouvernement? Non, laissez ça. Et le gouvernement n'est pas violent. Le gouvernement utilisait plutôt l'armée et la police pour violenter. Vous comprenez? Mais le peuple, il va l'avoir même par la violence. C'est quoi vous faites? Si rien n'est fait par le président pour décanter la situation avant les élections. Vous faites un appel à la révolte ici, non? Non, ce n'est pas un appel. Je vous dis ce que je vois sur le terrain. Moi, je vous ai dit, tout mon temps, je le consacre à l'écoute et à l'observation du peuple. Et que vous dites ces jeunes-là en ce moment? Justement, les jeunes attendent que ça change. Les jeunes veulent que le président leur prouve qu'il n'est pas complice de ces gens-là, à travers des sanctions, à travers un remaniement profond. Vous savez que la jeunesse attend au moins que le président évacue cette classe politique pour au moins 80%. Les 20 autres pourcents,
nous pourrons achever, monsieur Dipita. Vous comprenez? Or, s'il s'en va et qu'il laisse l'establishment à l'état actuel, ce sera difficile. Même si vous prenez n'importe qui, vous mettez à la place de Paul Biya demain, avec ces mêmes gens, il ne peut pas travailler. Parce que les mentalités sont les mêmes. Leur solidarité est solide. C'est-à-dire, parmi eux, ils se comprennent. Ils sont d'une solidarité à toute épreuve. Donc, prenez n'importe qui, vous mettez à la tête de l'État. Si au moins ça n'a pas été aéré par un remaniement, c'est-à-dire en envoyant certains au quartier, en envoyant certains dans les geôles, ceux dont les dossiers sont connus, cela ne peut pas marcher. Vous comprenez? Donc, il ne s'agit pas d'un problème de Paul Biya en tant qu'individu, il s'agit d'un problème de volonté politique, de complicité politique. Donc, tant qu'il ne prend pas l'acte de sanctionner par un remaniement et par la discipline, en châtillant les corrompus, c'est-à-dire les criminels économiques, on le met dans le même sac. On le met dans le même sac que ses collaborateurs. Donc c'est cela qu'il faut actuellement. C'est ce que la jeunesse attend. Parce que la jeunesse ne peut pas prendre en main un pays qui est embrigadé par ces gens-là. C'est lui qui a créé ces créatures. Il doit en tuer d'abord un bon nombre et laisser le pays au reste. Qu'est-ce qui l'empêche de les sanctionner ou de les empêcher de poursuivre les dérives que vous décriez par ailleurs? Non, je voudrais bien comprendre la question. Je veux dire que vous dites que c'est lui qui doit les arrêter. Oui. Qu'est-ce qui les empêche? Mais on a parlé de ça depuis dès le début. Son âge, il est déjà exténué. Mais il a une peur. Vous savez, il a un certain âge. Il a besoin de garanties. Le président a besoin de garanties. Et moi, je dis toujours aux jeunes, vous voulez le pouvoir, donnez des garanties à Paul Biya. Vous savez, j'ai une façon de faire la politique. Je sais que les gens ne l'aiment pas. Mais j'ai une façon très traditionnaliste et coutumière de faire la politique. Parce que je dis, on n'est pas en France ici. On n'est pas aux États-Unis, on n'est pas en Norvège, où on pense que quand vous dites qu'on n'est pas dans une démocratie aboutie. Non, ce n'est pas cela. On n'est pas dans une affaire où vous pensez que, comme on est entré en politique, on se confond tous. Monsieur Dipita, nous sommes en Afrique. Nous connaissons les valeurs africaines. L'âge a toujours son poids en Afrique. Les valeurs africaines sont-elles antidémocratiques? Je dis bien, l'âge a son poids en Afrique. Un monsieur qui a 92 ans a besoin d'être respecté, a droit au respect. Ce n'est pas parce que j'ai créé mon parti et que Biya a créé son propre parti, il a la tête d'un parti, que je vais lui manquer de respect. Vous comprenez? Même au niveau des électeurs, il y a une certaine génération qui ne voterait jamais pour moi. Si je méprise quelqu'un de la génération, vous comprenez ce que je dis? Donc nous sommes inscrits dans cette logique-là. Vous, président de la République, quelles sont les garanties que vous donnerez La première garantie, c'est de dire à Paul Biya qu'effectivement, nous protégerons son héritage, le peu qu'il a eu à faire. C'est la première chose. Parce que je dis toujours, en politique, on n'est pas entièrement blanc, on n'est pas entièrement noir. Vous aussi? Bien sûr, je suis un être humain. Nul n'est parfait, monsieur Dipita, ok? Et puis, pendant 42 ans, est-ce que ce n'est que 42 ans de noir? Est-ce que ce n'est que 42 ans de négativité? Vous comprenez? Il y a quand même des choses positives qu'il a eu à poser, n'est-ce pas? Alors, on protégera cela, vous comprenez? Mais on fera aussi quand même quelque chose. On fera aussi quand même quelque chose pour lui, monsieur Dipita. C'est de lui montrer en fait que nous méritons sa confiance. Parce qu'il faut mériter sa confiance en continuant le travail, en continuant l'œuvre. J'ai toujours l'habitude de le dire et les aînés n'aiment pas me l'entendre dire. Aujourd'hui quand même, il a réussi à faire quelque chose que beaucoup de présidents ont convoité, mais qu'ils ont brutalement fait et ils ont pris à travers la figure. C'est quoi? C'est d'aller couper par exemple le lien avec la France. Macron lui-même était ici, je crois en 2022, juillet. Il a dit aux Camerounais qu'il y a 20 ans, la France, c'était 40% de l'activité économique. Avec le Cameroun, la France, c'est 10%. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons diversifié, non? C'est l'une des preuves. Nous avons Kadhafi, qui, effectivement, dans son vent de libération de l'Afrique, avait fait du Cameroun un cheval de Troie. C'est-à-dire, le siège du Fonds monétaire africain, c'était à Yaoundé, et que Kadhafi allait financer à plus de 50%. Vous savez, ça veut dire que le président a été vu par Kadhafi effectivement comme un panafricaniste, quelqu'un qui effectivement était pour la libération, mais en fait dans une méthode très douce et intelligente, vous comprenez. Donc je cite juste quelques éléments positifs pour montrer en fait que voilà l'héritage dans lequel on devrait aller, c'est-à-dire rompre avec le franc CFA. Nous devons rompre avec le franc CFA, créer notre propre monnaie. Si dans la sous-région CEMAC, les autres ne veulent pas nous suivre, mais on rentre d'abord dans l'affaire. Quel est le poids économique de cette sous-région? Non, il ne s'agit pas de poids économique, monsieur Dipita. Il s'agit d'une décision
justement, qui aiderait le Cameroun à utiliser ses propres ressources. Un autre point positif qu'on peut y trouver. Parce que moi, je dis toujours que quand quelque chose est noir, je dis qu'elle est noire. Quand elle est blanche, je dis qu'elle est blanche. Vous comprenez? Le président n'a pas ouvert le sous-sol camerounais. S'il fallait nous faire plaisir à nous tous, puisque nous avons tous... Malgré les minerais qu'on va partir, oui, du moins encore... oui, oui. Vous savez que le Cameroun, c'est au moins 300 terres rares. Vous savez? Alors, il aurait pu faire comme les autres présidents. C'est-à-dire qu'on a le sous-sol, je suis président, il ouvre notre sous-sol, il donne des contrats à des entreprises expatriées, et puis notre argent est parti. Vous comprenez? Mais il a gardé notre sous-sol fermé. Parce qu'il s'est dit, nous n'avons pas de monnaie, nous n'avons pas d'indépendance politique, nous n'avons pas d'indépendance économique. Si nous ouvrons notre grenier, c'est la France qui va s'enrichir. Donc le Cameroun vit des impôts et des droits de douane. Et peut-être de la petite manne pétrolière qu'on réussit à avoir dans le change à l'international. Vous comprenez? Donc c'est aussi à mettre à son actif. Il n'a pas bradé le sous-sol. C'est un héritage qu'il faut préserver. Et il faut aussi, par exemple, le louer pour ça. Donc moi, je suis contre ceux qui pensent que parce que vous arrivez en politique, qu'il faut tout nier à ceux qui sont en place. Non, moi, je ne suis pas de ça. Et c'est ça à quoi je veux amener la jeunesse. Que nous ne pouvons pas faire le jeu de nos aînés qui, peut-être dans l'opposition, ont toujours pensé que s'opposer, c'est de dire il y a must go, et être, entre guillemets, de la mauvaise foi, faire de la mauvaise foi politique. Être politicien, ce n'est pas être de mauvaise foi. Quand l'adversaire fait bien, il faut reconnaître qu'il fait bien. Quand il a fait mal, il faut dire qu'il a fait mal. C'est pour ça que beaucoup ne me suivent pas dans le champ politique. Ils disent, ce monsieur est bipolaire. Aujourd'hui, il dit ceci et il dit le contraire. Je lui ai dit non. Monsieur Dipita, vous êtes un sujet pour moi aujourd'hui. Vous posez un acte, il est bon. Je dis, monsieur Dipita, vraiment, il a bien fait. Alors, ceux qui vous aiment vont applaudir, n'est-ce pas? Demain, vous posez un autre acte, il est mauvais. Non, je dis, monsieur Dipita est mauvais. Ceux qui ont applaudi hier vont dire que je suis bipolaire parce que je vous trouve quelque chose d'intéressant, vous comprenez? Or, ils n'ont rien compris. Nous faisons à Jouvence la politique de la vérité. Et c'est cela qu'il faut à la jeunesse. Et je dis cela à la jeunesse, c'est l'une des garanties que nous donnons au président. C'est-à-dire, nous reconnaissons d'abord ce qu'il a pu faire avec les moyens de son temps, dans son contexte, avec les hommes de son temps. Parce qu'on dirige avec les hommes de son temps. Monsieur Dipita, vous êtes président. Mais je suis votre frère. Vous n'allez pas m'abandonner, vous allez diriger avec moi. Vous allez quand même me donner quelque chose, n'est-ce pas? Si je vous déçois et que le peuple ne veut plus de vous à cause de moi, vous allez vous débarrasser de moi, n'est-ce pas? C'est là le seul problème que nous avons avec le président. C'est-à-dire qu'il a décidé de diriger avec les hommes de son temps, qui l'ont déçu, et lui-même, il a fait des constats. C'est lui qui les a appelés, je finis, les bandits à col blanc, c'était le discours de 2008, des inertes, les criminels économiques, ce sont ces termes. Mais on ne comprend pas pourquoi ils ne s'en débarrassent pas. Donc, véritablement, c'est ça notre souci, M. Dipita, de faire de la réelle politique, de dire à la jeunesse, ne jouons pas le jeu de nos aînés qui ont échoué à combattre le régime, parce qu'ils ont toujours voulu jouer de la mauvaise foi. L'après-BIA sous-entend-il règlement de compte? Faut-il le craindre? Un règlement de compte, si c'est la mauvaise personne qui arrive au pouvoir. Qui serait la mauvaise personne? Quel en serait le profil? Ou si vous avez un nom, qui serait cette mauvaise personne? La mauvaise personne, ce serait la personne qui viendrait du sein du pouvoir. C'est-à-dire que le président, comme j'aime toujours l'habitude de le dire, le pouvoir va se donner au Cameroun. Le pouvoir va se donner au Cameroun, M. Dipita. Je l'ai expliqué tantôt. Souaïdjo, c'était facile. En 1979, il change la constitution. Le Premier ministre est le successeur constitutionnel. 82, c'était logique. Tant que Biya était Premier ministre, quelque chose arrivait à Aïdjo, on savait que c'était lui. C'est un peu plus corsé cette fois-ci. On dit que c'est au président du Sénat. Mais le pouvoir va se donner comment? Au président du Sénat? Non, dans notre logique actuelle. La logique constitutionnelle actuelle, oui, bien sûr. S'il y a vacances, c'est le président du Sénat. En fait, il est intermédiaire, oui. Il assure la suite. Oui, il va organiser les élections et donc c'est plus complexe, vous comprenez? Mais je dis toujours que le pouvoir va se donner, sauf si quelque chose lui arrive avant 2025. Personne ne le souhaite, vous comprenez? Mais quel sera le mécanisme du don, sachant qu'il faut passer par une élection? C'est ce qui se prépare donc déjà. C'est-à-dire que retirer le parti à Cabral Libye, par exemple, puisqu'il est le plus avancé et le plus costaud politiquement. Il a un appareil vraiment rodé. Ça, c'est selon vous. Non, il a un appareil rodé. Il faut pas... Non, on ne peut pas être de mauvaise foi. Il a rodé le PCRN. C'est-à-dire que candidat à la présidentielle, il maille le territoire. Dites-moi un seul parti d'opposition qui a l'étendue du PCRN sous Cabral Libye. Non, soyons honnêtes. Vous comprenez? Pas le MRC. Non. Mais ils n'ont... Bon, attends, je dis, il y a d'abord Cabral Libye qu'on est en train de nettoyer. Vous comprenez? Et il y a aussi le MRC, parce que c'est un parti populaire.
même si il n'a pas d'élu, vous comprenez, mais il est populaire. C'est-à-dire que le combat qu'il a mené depuis 2018 est tel qu'il est connu de partout. Il suffira certainement qu'il sorte un candidat du chapeau, qu'il puisse faire quelque chose, vous comprenez. Donc on est en train de voir comment la logique de renvoyer les élections de 2025, les législatives municipales 2025 à 2026 suffira pour casser la dynamique du MRC. Si on reste sur ces 2 points, vous comprenez que le président veut débarrasser la scène de tout candidat valable qui peut déranger sa réélection. Vous comprenez? Parce que vous avez posé une question, pourquoi le pouvoir va se donner. Tant qu'il est donc à la tête de son parti, aucun des apparatchiks ne peut bouger le petit doigt pour poser sa candidature. Vous comprenez ce que je dis? Donc ils seront obligés de soutenir sa candidature pour 2025. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il reprend en 2025, il est libre d'abdiquer. Après avoir repris l'élection, non? Et puis il met quelqu'un d'autre, on continue. Il a tué toute la classe. C'est un chemin simpliste, ça. Ben oui, mais c'est justement, vous savez... il va faire son contre-pied à la simplicité. Vous savez, la sublimation de l'intelligence, c'est la sagesse. Et la sublimation de l'intelligence est justement dans la simplicité. Je vous l'explique simplement comme ça, mais je suis pas allé dans certains détails pour que tout le monde ne comprenne pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas toujours dire sur un plateau. C'est-à-dire que vous êtes complice du secret de Paul Biya? Non, je connais la machine et mon travail a toujours été depuis plus d'une dizaine d'années d'analyser l'homme. Je ne suis pas arrivé en politique au hasard, M. Tongo. Je dis toujours que vous voulez le pouvoir. C'est ce que je dis à mes pairs dans l'opposition. Le plus important n'est plus le RDPC. Tout le monde connaît comment le RDPC fonctionne. Suivez Biya. Si vous le lisez, non pas dans ce qu'il dit, parce que Biya ne dit jamais, il ne fait jamais ce qu'il dit. Suivez juste ses actes, ses trajectoires. Vous allez comprendre l'homme. Mais pourquoi vous, l'opposition qui le suivait assez assidûment, il faut le reconnaître, n'arrivez toujours pas à trouver la meilleure alchimie pour le prendre à contre-pied et le pousser à perdre dans son propre schéma pour parler comme... Non mais je ne suis pas seul dans l'opposition. Je fais ce que je peux faire. Vous comprenez? Moi, je dis toujours, le parti Jouvence n'a pas les moyens des autres partis. Nous faisons avec ce que nous faisons. Et moi, j'ai dit, je ne vais pas amener les jeunes dans une affaire où je vais aller m'attacher les mains parce qu'on va me donner beaucoup d'argent quelque part et je vais commencer à tenir un discours qui n'a rien à voir avec notre combat. Vous comprenez? Donc, les jeunes savent que nous avançons avec nos petits moyens. Nous nous mobilisons. D'ailleurs, pour la ville de Douala, on est un peu en hibernation. On essaie d'émailler Douala, mais c'est en hibernation. Je pense qu'on ira à Makak bientôt pour l'installation d'un comité. Yaoundé, le Septentrion, on essaie d'avancer. Vous savez, nous, on ne travaille pas dans le bruit. Donc, je ne suis pas seul dans l'opposition. Et même quand on engage une opération, je vous ai dit que nous travaillons avec l'aîné Sousten Fouda qui est au Canada, que vous connaissez, avec l'aîné Sambaka, que vous connaissez. Il y en a d'autres sur le projet Opposition Unie et Solidaire. Mais l'actualité dans le football ne nous a pas permis, avec trop de nuisances... À ce point-là? Non, vous savez, on agit toujours par opportunité politique. C'est le plus important, il faut choisir son temps. Le football brûle-t-il les cartes aux acteurs politiques? C'est évident, Donc, Samuel est un écran? Ben oui, il a un écran. Donc une cible? Non, il n'est pas notre cible. Pourquoi il serait notre cible? Il a un écran parce qu'en fait, quand il perturbe l'ambiance nationale et qu'il distrait la population avec ces histoires-là, le taux d'actualité dans le football, ça empêche quand même le discours politique d'émerger, vous comprenez? Puisque mon travail, et le travail de beaucoup aussi, c'est de sensibiliser la jeunesse, de la mobiliser. Vous voyez que pendant que, par exemple, vous et moi avons cet entretien, il y en a qui cherchent sur les réseaux sociaux à savoir ce qui lui arrive au Caire, par exemple. Vous voyez? Il y en a qui cherchent à savoir quand est-ce que sa sanction va tomber, est-ce qu'elle va tomber, dans quel sens elle va tomber. Vous voyez? Et ceux-là viendront peut-être suivre notre affaire, notre conversation, puis une semaine après. Vous voyez? Quand ce sera déjà peut-être fade. Vous voyez? C'est ça le véritable souci. Or, il est question, nous sommes à moins de 15 mois d'octobre 2025. Attendez-vous de nous devons être concentrés. S'engage en politique aussi? Non, je vous ai dit que ce n'est pas le problème. Je vous ai dit que la seule façon, je finis par là, vous avez posé une question. La seule façon, parce que son statut de président de l'Africa Foot ne l'autorise pas à travailler politiquement, vous comprenez? Mais la seule façon d'aider le peuple, c'était de ne pas alimenter la communication politique ou la communication dans le football de manière sauvage, comme ils ont eu à le faire. Vous comprenez ce que je dis? Elle est très violente. Parce qu'à la fois, si vous-même vous payez vous incitez les gens à communiquer le taux de communication sur vous, sur vos activités, vous noyez le poisson. Ça veut dire en fait qu'il est complice de ceux qui nous dirigent parce qu'en fait, ils ont pensé
le projet, parce que Samuel Eto'o, c'est un projet politique du parti au pouvoir. C'est-à-dire le prendre et le mettre à la FECAFO pour pouvoir distraire la population. À l'élection présidentielle de 2025 du mois la prochaine. Pas encore. Pas encore. Je vous ai dit, j'observe. J'observe encore et vous savez, moi je suis un homme très méticuleux. C'est ma déformation professionnelle. Et connaissant la machine, je suis de la machine. La météo politique va m'indiquer la conduite à tenir. Mais je crois que mes équipes et moi, on se prépare. On se prépare au cas où on verrait qu'il y a un désert politique pour la jeunesse. C'est-à-dire que la jeunesse n'a pas un candidat. La jeunesse n'a pas un véritable candidat qui peut la représenter. Alors je serai obligé de me jeter à l'eau. Mais pour le moment, nous nous préparons. Au cas où cela arrive, on va se jeter à l'eau. On a certainement un problème, c'est que nous n'avons pas d'élus. Nous sommes un parti sans élus. On aura peut-être tué mon frère Cabral, peut-être le professeur Maurice Kamto sera aussi HS. On sera tous obligés de passer par la voie de la candidature indépendante, des 300 signatures. On va se battre pour aller... Oui, il faudra les trouver, on n'a pas le choix. Mais il faudra déjà qu'on se prépare. Donc on est en train de se préparer pour cela. Donc c'est la météo politique qui va nous décider, Monsieur Tongo. Merci infiniment, Valère Bessala. C'était moi qui vous remercie et merci à votre excellent management, votre PDG, justement, qui fait vivre cette télévision que j'adore et que j'aime suivre, et surtout aussi vos différents plateaux. Il est discret, il n'aime pas beaucoup qu'on parle de lui à la télé. Mais je ne fais que remercier. Merci vraiment à vous. En son nom, de ces mots gentils. Et vraiment bon retour à Yaoundé. Vous avez pris votre jeudi pour venir décrypter et commenter l'actualité avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous à la maison d'avoir regardé l'entretien ce soir. Mardi, du mois, jeudi prochain, vous aurez certainement droit à une autre édition de l'entretien avec. Vous étiez avec Valère Bertrand Bessala, guide de Jouvence. Bonsoir. Amatolo Motola,